Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec Maxime Gabriel, que nous avons la joie de revoir. Après les vacances. Après les vacances. Ma chère Anne, qui me trouve avec bonne mine et vous en bleu. Et voilà. Je ne sais pas si c'est une conviction politique. Nous sommes dans cette émission pour rafraîchir les auditeurs et non pour leur apporter un accablement supplémentaire. Exactement. J'ai reçu une très jolie lettre en ce sens, disant que les émissions de Parle de Culture étaient un oasis, et je suis très reconnaissante à l'auteur de cette lettre et de ce téléspectateur très régulier. Et malheureusement, qui dit oasis dit désert, et malheureusement, il suffit d'observer le désert autour de nous. Et j'ai envie d'ajouter, c'est l'anglais Keats qui disait « A thing of beauty is a joy forever », c'est-à-dire un sujet de beauté est une joie pour toujours. Absolument. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cette émission. Modestement. De culture. Voilà. Il faut dire qu'en matière de cinéma, on a le matériel qu'on peut. Bon, c'est pas toujours évident. Alors, vous êtes allé au cinéma et vous avez vu beaucoup de choses. 2 films d'action. Alors, 2 films d'action, vous savez, en été, en général, on passe pas les meilleurs films. C'est fou, c'est le désert là aussi. Se le dire honnêtement, c'est oui. un désert culturel. Il y a quand même des choses pas si mal que ça. Alors, 2 films d'action pour commencer. Jason Bourne. Alors, Jason Bourne, c'est l'énième opus d'une série dont le premier était, à vrai dire, assez bien. Ça s'appelait La mort dans la peau. C'était l'histoire d'un type qui se réveille un jour, qui ne sait pas ce qu'il est, et dont on comprend qu'il est plus ou moins agent secret chargé d'exterminer les méchants. Et mais c'est tiré d'un roman ? Oui, et qui va se rebeller contre la CIA qui l'embauche jusqu'à devenir un gentil, bien entendu, qui veut mettre fin à un programme gouvernemental secret qui assassine les gens. On a eu le roman était fantastique. Le roman était La mémoire dans la peau, je le conseille. Oui. Il y a eu le 2e, le 3e, le 4e. Nous arrivons donc au 5e, dont le scénario est peu ou prou le même qu'à chaque fois. Et donc, évidemment, c'est bien joué, ça fonctionne, il y a des courses de voitures, de motos, des morts, évidemment. Jason Bourne va s'amouracher d'une fille qui va mourir, puisque, évidemment, elle meurt systématiquement, soit dans l'épisode, soit dans le suivant. À la fin, il va même se faire avoir par une autre, mais il va comprendre qu'elle essaye de l'arnaquer, donc je subodore qu'elle mourra dans le prochain épisode, ou peut-être celui d'après. Bref, par moment de grand ennui, on peut aller le voir, on sait ce qu'on y trouve, mais on n'y trouve absolument pas plus que ce qu'on y a trouvé dans les épisodes numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. D'accord. Star Trek ? Star Trek. Donc Star Trek, c'est le second opus cinématographique tiré de cette série des années, je pense, 70, peut-être début 80. Oui, oui. En tout cas, qui date d'il y a très longtemps. Oui. Alors c'est assez bien fait, Star Trek, c'est l'histoire, donc c'est l'union de toutes les planètes qui a donné naissance à une force interplanétaire qui cherche évidemment la paix. Bien sûr. Bien sûr, oui. Toute proximité avec des phénomènes terrestres existants ne peut être que fortuite, et qui dispose donc de troupes intergalactiques qui vont explorer les planètes pour rameuter, si j'ose dire, dans cette grande congrégation de la paix, les nouveaux venus. Évidemment, de temps en temps, il y a des grands méchants qui essayent quand même de tuer, mais Dieu soit loué, ils finissent toujours soit par entrer dans l'organisation, soit par se faire tuer, et alléluia. Ici, grosse surprise, si j'ose dire, puisque donc l'Enterprise, le vaisseau dirigé par le capitaine Kirk, file vers une planète, trouve une gentille fille qui appelle à l'aide, ils vont vers l'endroit où elle les appelait à l'aide, et c'était un piège. Surprise, c'était un piège. Et voilà. Du jamais vu au cinéma, ma chère Anne. Vous auriez pu être scénariste à Hollywood. Non. Et je sais tellement ce qui va se passer que ça m'ennuie. À la fin, ils vont réussir à s'en sortir juste au moment où les méchants allaient
propager une arme terrible qui allait anéantir toute l'espèce humaine sur une station orbitale. Et, surprise, on découvre qu'en fait, le méchant était un ancien de Starfleet. Donc Starfleet, c'est la structure qui envoie ses vaisseaux, qui s'est trouvé isolé sur une planète et qui est devenu complètement zinzin. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Si on était un fan de Star Trek, on peut y aller. Si on avait vu le premier par moment de solitude, on peut éventuellement y retourner, mais un jour de tarif réduit, par exemple le mardi avec Cinéday. Sinon, on peut largement s'en passer et regarder à la limite même une rediff de Corinne Touzet sur France 2. Ça peut être préférable. Il y a un petit peu moins d'action, mais l'intensité du scénario est du même ordre. Une autre série plus consistante. En revanche, d'autres films plus intéressants, 3 plus intéressants. Un premier que j'ai beaucoup aimé, qui est un film animé, qui s'appelle Comme des bêtes. Oui. Alors, c'est très mignonnet, hein, le scénario n'est pas extraordinaire, mais... c'est un dessin animé. C'est un dessin animé, donc on suit un petit chien. Oui. Et ce petit chien, donc évidemment, il se parle entre animaux. Et ce qui est amusant, c'est que donc, quand les humains partent le matin travailler, eh bien, tous les animaux se mettent à vivre d'une manière différente, à voler dans le frigo, à parler entre eux, à vivre des histoires d'amour, etc. Jusqu'au jour où donc on suit l'histoire d'un petit chien dont j'ai oublié le nom, jusqu'au jour où sa maîtresse amène un nouveau gros chien qui veut prendre toute la place, affrontement entre les chiens, et il se retrouve pris dans une espèce de complot visant à anéantir la race humaine menée par un lapin, qui a un accent de Don Corleone, si vous voulez. C'est assez amusant, évidemment, à la fin, les gentils gagnent, hein, donc c'est un film qu'on peut aller voir avec des petits jeunes. Les enfants. Et quel est le studio qui a fait ça? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais c'est français? Non, c'est pas français. C'est américain. C'est américain. Okay. Mais c'est plein d'humour, ça n'est pas trop caricatural. D'accord. C'est plein d'humour et de fantaisie, bien dosé, c'est sympathique. Ok. Voilà, on peut y aller avec ses enfants ou ses adolescents, mais même entre adultes, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Bon, encore une fois, le scénario est très rodé, très... Voilà. Hein, pas de grande surprise. Un petit boulot? 2 films. Ensuite, français. Oui. Pour une fois. Peut-être irréprochable avant, parce qu'il est sorti, mais qu'il passe encore dans quelques salles. D'accord. C'est un film avec Marina Foïs, qui joue un agent immobilier. Donc une fille un peu zinzin dont on devine qu'elle a des gros problèmes psychologiques et elle se fait virer à Paris, elle rentre dans la province dont elle est originaire et bon, alors je vous passe les quelques moments un peu sadomaso, en tout cas. Merci de nous prévenir. Je vous préviens qu'il y a des scènes de sexe qui ne sont pas affreusement choquantes. On n'emmènera pas les enfants. Aujourd'hui. Non, c'est pas un film pour enfants. Mais on sent qu'elle a des problèmes. Voilà. Cette jeune fille, cette jeune femme, peut-être 40 ans. Oui, et elle veut reprendre le métier qu'elle avait avant d'agent immobilier dans cette petite bourgade dont elle est originaire. Malheureusement, son ancien boss, à qui elle a manifestement fait un sale coup, a embauché une plus jeune. Et là, elle devient complètement zinzin. Elle se met à suivre cette plus jeune, à aller chez cette plus jeune dans la journée quand la plus jeune travaille pour dérégler son réveil, casser son vélo, etc., pour lui pourrir la vie. Jusqu'au jour où elle va finir par tuer. En fait, tout simplement, la petite jeune, en espérant récupérer sa place. Alors, est-ce qu'elle se fera prendre, pas prendre? Je vous laisse. On va laisser le suspense. On laisse le suspense, j'ai déjà dit une grande partie de l'intrigue. C'est donc une sorte de thriller psychologique. C'est assez bien joué. Un peu déroutant, un peu perturbant, mais c'est bien joué. Et pour moi, c'est quand même un bon film. Ça n'est pas un film absolument immanquable. Mais c'est quand même pas un film très détendant. Merci de nous prévenir. Mais ça n'est pas très détendant. Merci. L'autre film dont je vais vous parler n'est pas plus détendant, ça s'appelle Un petit boulot. Alors, c'est une sorte de satire sociale. C'est très à la mode. Alors ça commence, donc ça se passe en Belgique, hein, mais ça pourrait être dans le nord de la France, avec la misère sociale, en Wallonie bien sûr. Soutenu par la région Wallonie, d'ailleurs j'ai du mal à comprendre comment certaines régions arrivent à soutenir des films qui dépeignent un portrait aussi noir des régions qu'elles abritent. Alors je ne suis pas sûr que ça attire beaucoup les touristes de voir les usines qui ferment en Wallonie, mais admettons. Et donc on suit un brave type, joué par Romain Duris, qui est de plus en plus laid, soit dit entre nous, et ce brave type donc perd son boulot, etc., jusqu'au jour où l'espèce de petit mafieux local joué par Michel Blanc, puisque c'est un film écrit et réalisé par Michel Blanc, ce qui en général est plutôt un gage de qualité, lui propose tout bonnement de tuer sa femme. Oui. Le type accepte, et d'ouvrier, il devient tueur à gages, mais un tueur à gages un peu branquignol, si vous voulez.
Et in fine, donc, il mène cette nouvelle carrière. Alors s'ensuit une espèce de... on suit un petit peu sa vie courante, puisque un de ses amis se fait engager dans une pompe à essence, donc il devient veilleur de nuit dans une pompe à essence, etc. Donc il y a quelques moments d'humour. Et en fait, c'est un tueur à gages un peu raté, puisque à chaque fois qu'il tue, c'est un peu par hasard ou par accident, même s'il essaye. Donc ça reste un personnage attachant. Ça, c'est quand même... In fine... le tueur à gages qui est attachant, il faut quand même le faire. Oui, in fine... Donc, je me fais cette petite parenthèse quand même pour... Non, il est attachant, mais c'est Romain Duris, c'est un gentil. Évidemment, il peut pas être... Ça ne peut pas... Un gentil qui tue, ça ne peut pas être totalement un salaud. Oui, mais il tue un peu... par accident, c'est-à-dire que c'est pas le tueur de sang-froid. Il est payé quand même. Oui, il est payé. Bon, non, alors... Je ne vous dis pas que c'est un gentil, mais c'est fait de telle manière que ce ne soit pas. Je remplis ma fonction de rappeler la morale normale. Il y a un petit côté un peu burlesque de temps en temps. On voit aussi la police complètement nulle. Il y a une petite histoire d'amour et évidemment la question c'est va-t-il réussir à s'en sortir? Arrêtera-t-il? N'arrêtera-t-il pas? Donc on a une espèce de satire sociale avec un mafieux qui n'est pas complètement un mafieux non plus, enfin c'est pas Don Corleone, vous voyez, c'est un peu le brave gars, une police un peu inefficace, le tueur à gages qui est gentillet mais pas trop. La seule chose qui m'a vraiment dérangé dans ce film, c'est le côté le méchant argent, la méchante finance, le méchant patron, par opposition aux gentils ouvriers. Il y a des moments qui, à mon avis, choqueront certains téléspectateurs ou spectateurs, par exemple, quand il dit donc ce job dans une station essence, c'est vraiment un job, je cite, minable à 1 500 € par mois. Oui. Je suis désolé. Mais c'est quand même pas mal, oui. Les statistiques sont sorties cette semaine et le revenu médian par ménage en France en 2014 était de 20 000 €, c'est-à-dire à peu près 1 800 € par mois par ménage. Par ménage. Donc je ne suis pas persuadé, si vous voulez, que les vrais ménages ouvriers ou les ménages composés d'un ouvrier et d'une caissière à mi-temps au Super U de l'île Bouchard va se sentir très heureux quand il va découvrir donc finalement, tenir une station essence à 1 500 € par mois, c'est un job dit minable. On voit bien que les producteurs essayent de faire un peu peuple qui souffre et que quand même ils ont du mal. Ils ont du mal à comprendre. D'ailleurs, ça me paraît énorme comme salaire pour veiller la nuit dans une station d'essence. Bon. Après, c'est en Belgique, peut-être que les salaires sont aussi un peu différents en Belgique, mais enfin, c'est un film qui est français et destiné à un public français et belge, manifestement. Et je pense que ça peut choquer un certain nombre de personnes. Vous avez tout à fait raison. De voir que finalement, on considère que 1 500 € c'est un, je cite, job de merde, alors que la vie à l'usine, c'était tellement mieux. Alors qu'il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas de boulot. Voilà, donc ça, c'est peut-être la seule critique que je formulerais, c'est-à-dire qu'en fait, tout l'aspect satire social ne tient absolument pas la route. Les gens sont tous à moitié ivrognes. On voit que des méchants huissiers leur ont volé leurs meubles, mais le type n'a plus son lit, mais il a un canapé, alors que chacun sait bien que les huissiers n'ont pas le droit, justement, de prendre le lit. Bon, enfin, tout ça ne tient pas tellement la route, pour être honnête, mais enfin, le film est assez sympathique. Il y a des moments de rire. Ça fonctionne assez bien. Eh ben, voilà, c'est pour moi, Maxime, tout comme ce que d'habitude, à l'exception du dessin animé, le film le plus amusant, si j'ose dire, en tout cas celui qu'on prend le plus de plaisir à voir, qui a au moins le mérite d'être français. Merci Maxime. Donc je dirais comme des bêtes. D'abord, pour résumer. Voir comme des bêtes. Comme des bêtes, donc avec réserve irréprochable. Oui, dont on a fait beaucoup de tapage, notamment dans le métro, et qui, à mon avis, ne vaut pas le tapage qu'on fait autour de lui. Absolument. Mais qui n'est pas mal. Un petit boulot. Et Marina Foï, c'est une très bonne actrice. Très bonne actrice. Elle est belle aussi ? Je dirais pas belle, mais elle est bonne actrice. Bonne actrice, très bien. Et donc les 2 films d'action. Non, allons plutôt voir Un petit boulot qui est assez sympathique. Jason Bourne et Star Trek pour les amateurs de films d'action. Ah bah oui, alors là chacun choisira ce qui lui fait plaisir. Merci Maxime. On vous écoute toujours avec beaucoup de bonheur. À très vite. Est-ce que vous voulez que, je ne sais pas si on peut regarder une bande-annonce, mais à la limite on aurait pu regarder la bande-annonce de Comme des bêtes. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Si jamais la technique le peut. Absolument, elle le peut. Elle peut tout, la technique. Elle peut tout. Je m'appelle Max et je suis le chien le plus vénard de New York. Grâce à elle. Arrête, Max, je dois y aller. À ce soir. À ce soir, Gidget. À plus tard, Mel. À tout à l'heure, Chloé.
Salut les amis. Journée chargée? Oui, j'ai plein de projets. Je vais rester assis là et attendre que Cathy rentre à la maison. Oh, elle me manque tellement. La voilà. Bonsoir, Maximilien. J'ai une grande nouvelle. Max, je te présente Duke. C'est ton nouveau petit frère. Chloé, Chloé, j'ai un gros problème. Cathy a ramené un psychopathe de la fourrière. J'ai même plus de lit. Je dors par terre, comme un chien. Duke est en train de nous gâcher la vie. Il nous gâche. Il y a urgence. Oh, t'es trop mignon, toi. Hey Max! On se promène. Occupe-toi de tes purées. Qui t'a fait ça? Attendez. Vous avez entendu? Papillon! 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 Max a disparu. Il faut le retrouver. Cathy va être morte d'inquiétude. On avait vraiment la belle vie. Je m'en veux beaucoup. Oui, moi aussi. Je t'en veux beaucoup. On vous sort de tôle, mais à partir de maintenant, vous bossez pour moi. C'est moi le boss. Ah oh oh. Ok les gars, vous avez rien vu. Ça marche? Vite, Max! C'est mon fief, cette ville. Je vais vous trouver votre ami. Il faut qu'on prenne le tunnel secret. Oh, ouais, le tunnel de la mort qui tue. On va retrouver notre chemin. On est les descendants du noble loup. On a un flair ancestral. Ravi de vous rencontrer. Et c'est pour ça qu'on sera vite rentrés chez nous. C'est pas là-bas qu'on habite? La galère. Comme des bêtes. Sois bien sage, Léonard. Merci À bientôt, beaucoup, ma chère Anne. Maxime. Et à très vite pour une émission de cinéma Ami TV Liberté. À très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette chronique de lecture, nous avons réinvité quelqu'un que vous avez déjà rencontré, Laure Hillerin, qui nous avait offert un Proust pour rire avant les vacances. Et j'ai voulu vous réinviter parce que vous avez commis une très très belle biographie de la comtesse Greffule. J'ai voulu prendre le temps de le lire parce que c'est un livre extrêmement riche. En réalité, c'est 3 livres en un. Oui, n'est-ce pas? Bon, une biographie de cette femme extraordinaire, la comtesse Greffule, qui fut donc qui a inspiré Proust pour la duchesse de Guermantes. Et pour bien d'autres. Et pour bien d'autres. C'est aussi un tableau de cette époque d'avant-guerre absolument étonnante, dont Painter, le biographe de Proust, dit que sont les derniers feux d'une société. Oui. Et enfin, vous nous introduisez à l'œuvre de Proust de façon absolument remarquable, avec des citations, avec beaucoup de finesse, et nous allons voir ça. Donc, merci beaucoup pour ces 3 livres en un. Je le dis et je fais la marchande pour la modique somme de 24 €. Donc vous divisez chez en 3 chez Flammarion. Alors, cette comtesse Greffule, comment est-ce qu'elle a eu une vie sous cet aspect éclatant que nous pouvons voir sur l'écran? Elle a eu une vie absolument épouvantable, une vie intime. Derrière la vie sociale somptueuse, il y a une vie intime plutôt triste. Oui. Alors, ce qui m'a fasciné dans ce personnage quand j'ai commencé à m'intéresser à elle, c'est que je me suis aperçue qu'elle avait été la femme la plus célèbre de son époque. Oui. C'était la star, et non seulement du gratin parisien mondain, mais elle a eu une influence étonnante sur la musique, les artistes, etc. Enfin, c'était vraiment une star de son époque. Et elle était complètement tombée dans l'oubli. Plus personne ne se souvenait d'elle.
Les Proustiens savaient qu'elle avait inspiré la Duchesse de Guermantes. Or, je me suis aperçu qu'elle avait inspiré bien plus. Donc, j'ai voulu rentrer un peu plus dans son histoire et j'ai recréé sa vie publique, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qu'elle a fait pour son époque, et puis également sa vie intime, parce que elle était adulée de tous les hommes qui la côtoyaient, et pourtant, elle était affreusement malheureuse en ménage. Oui. Alors, vous dites que c'est une star, mais c'est pas une star d'aujourd'hui, c'est-à-dire une gloire assez superficielle. C'est une star qui mérite de l'être, c'est une étoile qui mérite de l'être, parce qu'elle était quand même comblée de tous les dons. Cette famille Caraman-Chimay est une famille extraordinaire. Une famille étonnante. Sa mère, Marie de Montesquieu, était une femme exceptionnelle, qui a vraiment élevé ses enfants au sens propre du terme, et dans une véritable spiritualité. Et puis c'était une grande famille de mécènes, du côté Caraman-Chimay, c'était une grande famille de mécènes. Oui, c'est ça, belge, française à l'origine, puisque l'ancêtre Riquet de Caraman-Chimay avait construit le canal du Midi, il s'était ruiné dans l'affaire. Riquet, c'était Riquet de Caraman-Chimay. Oui, absolument. Son patronyme complet, c'est Riquet de Caraman-Chimay, voilà, qui avait fait cette œuvre pharaonique du canal du Midi et qui s'était ruiné d'ailleurs dans l'histoire. Et puis ensuite, il a hérité du titre de prince de Chimay, et donc effectivement, c'était une famille belge. Alors, une famille extrêmement fortunée, mais pas si fortunée que ça, extrêmement, oui. Mais non, c'est vrai, c'est la deuxième partie de sa vie. Oui. Mais une famille extrêmement généreuse. Oui. Il a des préoccupations sociales, ce père. Oui. Alors, son père, le prince de Chimay, enfin prince de Caraman-Chimay, puis prince de Chimay, était d'une part un grand mélomane, un grand mécène, comme son grand-père et son arrière-grand-père, mais il avait également des préoccupations sociales et une vision de la société assez en avant, dont sa fille s'est inspirée d'ailleurs quand elle a créé une école pour les femmes. Toutes les œuvres sociales. Voilà, c'est ça, et toutes ces œuvres sociales. C'est très agréable parce que vous réhabilitez tout ce qui est atrocement critiqué, méprisé aujourd'hui, que maintenant que le socialisme a apporté le bonheur et la richesse à tout le monde, n'est-ce pas, vous vous en rendez compte, vous rendez vraiment hommage à ces hommes et ces femmes qui auraient pu ne faire jouer de la musique, en écouter, profiter de leur aisance, et qui se sont préoccupés des leurs et de ceux qui étaient moins nantis. Absolument, il faut savoir que sous la Troisième République, il y avait beaucoup de grands discours et assez peu d'avancées. Et finalement, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Disons qu'il n'y avait pas de loi pour protéger les plus faibles et que toutes les œuvres sociales étaient créées par des mécènes privés. Le prince d'Arimbert, par exemple, qui était le beau-frère de la comtesse Grefful, avait créé des hospices, la famille Grefful gérait également toutes les œuvres sociales étaient le fait de la générosité privée. Alors, à l'époque, l'impôt sur le revenu n'existait pas. Voilà. Chacun décidait de ce qu'il faisait de son argent. C'est ça. D'ailleurs, elle le sent bien quand après la guerre de 14-18, parce qu'en fait, la guerre de 14-18, sonne le glas de cette société. Ah oui. D'abord parce que c'est la fin d'un monde. Beaucoup de jeunes nobles sont morts au combat. Bien sûr, l'aristocratie a payé un tribut très lourd. Donc elle est décapitée. Et puis cet impôt, dont la comtesse sent très bien qu'il va être petit au début et qu'il va aller croissant. Et que elle était l'amie de Joseph Caillot, qui était le promoteur de cette réforme. Donc elle soutenait plutôt, ce qui était tout à fait contre son intérêt personnel. Mais c'était une femme d'une grande générosité. C'était une médiatrice dans l'âme, en fait. Elle rêvait de réconcilier toutes les fractures de l'époque. À l'époque, c'était l'époque du petit Percon, donc la fracture entre l'Église et l'État. Non seulement la fracture, mais la bataille. Absolument, contre l'Église. Entre les bellicistes et les pacifistes. Elle rêvait de réconcilier. Et alors, sa grande idée, c'était que l'art et la musique en particulier étaient vraiment le vecteur pour réconcilier les peuples. C'est une très jolie idée.
Elle connaît absolument toutes les altesses royales du temps. Ah oui, elle était amie avec tout le Gotha d'Europe et de Russie. Avec le tsar des Russies. Oui, et surtout le grand-duc Vladimir, qui était le frère préféré du tsar. Alors le tsar lui-même, elle n'a jamais réussi à l'inviter à Bois-Boudran, mais elle l'a reçu dans sa loge quand même, quand elle a réussi à donner le crépuscule des dieux. Et elle était à la fois amie avec... Évidemment, c'était la figure de la scène mondaine, hein. Un peu comme l'est Oriane de Guermantes, sauf qu'Oriane de Guermantes était un personnage très futile, alors qu'elle était profonde. Voilà, elle mettait sa notoriété au service de ses convictions. Oui, c'était une femme profonde, jamais abattue, toujours partant au combat. Et en même temps, elle était amie avec tous les politiques, ceux qu'elle jugeait intéressants, les politiques de son époque, fussent-ils Et alors, à ses côtés, un grand chasseur, type très sanguin, qui la trompe gaillardement. Il a recommencé à la tromper 15 jours après son mariage. 15 jours après son mariage. Et il la trompait à grande échelle, parce qu'à l'époque, la fidélité conjugale n'était pas vraiment au programme des maris. Oui. Mais bon, beaucoup faisaient ça correctement. Plus illégalement. Voilà, alors que lui, c'était à l'échelle industrielle, on peut dire. Jusqu'à la menacer, jusqu'à la traîner en divorce, jusqu'à... Non, alors elle a songé au divorce plusieurs fois, et puis elle y a renoncé. Il a voulu la déposséder de son, absolument, de son statut, parce qu'il voulait épouser la dernière. Pas tellement lui, c'était plutôt sa dernière maîtresse, qui était une grande manipulatrice et qui aurait bien aimé être calife à la place du calife. Et ça s'est terminé par un procès posthume assez douloureux. Et alors, le comte Greffule est l'inspirateur principal et quasiment unique du duc de Guermantes. Ça, c'est très intéressant. Parlons de Proust, parce que vous en parlez merveilleusement. Proust est fasciné par la comtesse. Ah, depuis toujours, même avant qu'il ne fasse sa connaissance. Parce qu'à l'époque, il suffisait d'aller se poster à l'opéra pour l'avoir monté les marches, et c'est ce qu'il raconte à Céleste Salbaret. Donc, il la connaissait déjà de vue, elle a déjà inspiré ses premières œuvres de jeunesse, on la retrouve dans plusieurs œuvres de jeunesse bien avant la recherche, et puis il a été présenté par Montesquieu en 94, c'est là qu'il a écrit cette belle lettre en disant « Je n'ai jamais vu une femme aussi belle ». Et surtout, il était fasciné par la profondeur et l'énigme de ses yeux. Il l'a beaucoup mieux connue qu'ils ne l'ont avoué tous les deux. Et ça m'amuse que je me souviens d'une émission sur le monde de Proust, où je ne sais plus qui disait « Proust a à peine connu la comtesse ». Et en fait, ils se sont assez bien connus. Elle l'invitait souvent à ses réceptions. Et c'est dire qu'entre eux, c'est un rendez-vous manqué dans la vie et réussi en littérature. C'est-à-dire que elle le snobait un peu quand il était jeune et inconnu, mais elle l'invitait quand même à ses réceptions. Elle l'a invité notamment à une réception rue d'Astor qui a donné lieu à cet article, Le salon de la comtesse Greffule, que tout le monde croyait perdu et que j'ai retrouvé dans les archives. C'est ça vous êtes une chercheuse dans l'âme. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. Et puis, elle l'a invité à Bois-Boudran aussi quand elle a fait l'expérience de télégraphie sans fil au profit d'Édouard Branly, parce que c'était une mécène non seulement des musiciens, mais des scientifiques. Mais des scientifiques. Alors, Bois-Boudran étant cette grande propriété... En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne de la famille Greffule. Ouais, où il donnait des chasses absolument magnifiques. C'était des chasses qui étaient célèbres dans toute l'Europe, où on côtoyait aussi bien les têtes couronnées, découronnées, et puis les politiques. Oui, là, on est dans Downton Abbey. Oui, absolument. Oui, un peu. Oui. Pour trouver une référence aujourd'hui. Mais tout ça, toutes ces relations mondaines qu'elle cultivait beaucoup. Elle cultivait beaucoup son image aussi. On peut pas nier qu'elle était un certain narcissisme. Elle avait une stratégie du prestige. Mais c'était pas pour le prestige, c'était au service des causes qu'elle soutenait. C'est-à-dire qu'il y avait une recherche de perfection. Absolument, oui. Et la perfection, mais je crois que nos contemporains ont des difficultés à comprendre ça. C'était en fait une courtoisie, on devait être élégant parce qu'on se devait être parfait aux yeux des autres. Oui. C'était un code, c'est presque un code moral de l'époque.
C'est difficile à comprendre pour une époque où les jeans sont troués. Ah oui, ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition de ces toilettes au musée Galliera, qui était absolument magnifique et qui vient de partir à New York. Elle ouvre à New York là, ces jours-ci. C'est fantastique. Oui. Et non, j'aurais fait des péchés de jalousie, donc je suis déjà inapte à la mode d'aujourd'hui, donc ça m'aurait rendu nostalgique. Mais ces toilettes étaient très originales, parce qu'elle les dessinait elle-même et elle les méditait longtemps. Et dans ces papiers, j'ai retrouvé un papier dans lequel il dit « Il faut qu'à chaque rencontre, on me quitte, il faut que je fasse l'impression d'être inoubliable. » Et elle rêvait d'être inoubliable. Et paradoxalement, elle a été oubliée, mais elle a été sauvée de l'oubli par Proust. Et par Laure Hillerin. Oui, plus modestement. Et par Laure Hillerin chez Flammarion. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette, psychologiquement, dans cette volonté d'être parfaite pour le reste du monde, une compensation du fait que son mari la délaissait? Certainement. C'est-à-dire que pour survivre aux côtés du comte Greffule, il fallait quand même être assez costaud. Oui. Et donc, c'est un euphémisme. Et donc, elle a développé d'une part un certain narcissisme pour exister aussi. Et puis elle s'est donné corps et âme à tout ce à quoi elle croyait, c'est-à-dire la création de la Société des grandes auditions musicales, qui a quand même... elle a été... Les musicologues américains reconnaissent son importance et disent qu'elle a été certainement celle qui a eu le plus d'influence sur la musique au tournant du siècle. Alors, on parle beaucoup de la princesse de Polignac, Winnaretta Singer, qui elle aussi a été une grande mécène, mais de façon complètement différente, parce que la princesse de Polignac, elle avait beaucoup d'argent, donc elle pouvait subventionner. Alors que la comtesse Greffule, bizarrement, elle n'avait pas un rond, c'est-à-dire que sa famille était assez ruinée, elle s'était mariée avec une dot très mince. Son mari lui donnait beaucoup d'argent pour ses toilettes et pour ses réceptions, mais pas un rond pour les causes auxquelles elle croyait. Et donc, elle a inventé le fundraising avant l'heure. Ou levée de fonds. Alors, elle a inventé la levée de fonds avant l'heure, c'est-à-dire qu'elle a embarqué dans cette histoire de la Société des grandes auditions musicales, non seulement tous les grands musiciens de son époque qui faisaient partie du comité scientifique, mais également tous les mondains, le prince de Sagan, les Rothschild, qui avaient une surface financière et mondaine importante. Donc, elle levait des fonds, et puis par sa présence et par sa notoriété, elle attirait les foules dans les spectacles qu'elle organisait. Et là où elle a été très intelligente, c'est qu'à l'époque, les femmes n'avaient le droit, les femmes du monde n'avaient le droit qu'à une seule activité, c'était les bonnes œuvres. Voilà. Et elles s'y sont montrées remarquables. Absolument remarquables, oui. Mais elles devaient être cantonnées. Oui, non, mais c'est vrai. Je pense que d'ailleurs on devrait, ce qui est normal, puisque la fonction de la femme étant de donner, de nourrir, de loger, c'était normal qu'elle y soit excellente. Bien sûr, oui, c'est certain. Et alors, il y a un manuel de savoir-vivre qui disait la femme la plus respectable est celle dont on parle le moins possible, et la plus parfaite, celle dont on ne parle pas du tout. Alors, évidemment, dans le cas de la comtesse Greffule, elle n'a pas exactement suivi ce programme, mais c'était au service d'une cause. Donc, elle a Et heureusement, sinon elle serait morte. Absolument, oui. Et donc, elle a trouvé le biais. Le premier concert qu'elle a organisé, c'était au profit de la Société philanthropique, qui était la grande œuvre gérée par la famille Greffule, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez encore à Levallois, ça s'appelait l'Hospice Greffule, aujourd'hui ça s'appelle la Maison de retraite Greffule. Enfin, cette société philanthropique qui avait été fondée au XVIIIe siècle et au XVIIe, je ne sais plus, au XVIIIe, existe toujours. C'est assez extraordinaire. Et donc, elle a proposé d'organiser un concert au profit de cette société philanthropique. Elle a choisi le Trocadéro, qui était le plus grand théâtre. Oui. Elle a traité avec les plus grands chefs d'orchestre, les chœurs de l'opéra. Elle était l'amie de Forêt. Oui, voilà. Et donc, ce premier coup d'essai a été un résultat formidable, parce qu'elle a fait une recette telle, je me souviens plus du chiffre, mais c'était à peu près le double de la recette de l'opéra au meilleur jour, vous voyez. Donc, ça l'a encouragée à continuer, et c'est là qu'elle a créé la Société des grandes auditions musicales. On ne dira jamais assez que la générosité des donateurs est sans mesure. Elle est démesurée. L'Église le sait bien, TV Liberté le sait bien. Et quand on offre quelque chose de magnifique aux hommes et aux femmes, eh bien, ils vous le rendent. Et c'est comme ça que Dieu est grand, je dirais. Oui. Pour paraphraser l'écrivain Vialat.
Laure Hillerin, merci beaucoup. Vraiment, je conseille ce livre dans lequel on s'installe et on peut rester des jours et des jours, voire des mois, parce que c'est d'une richesse étonnante. L'appareil critique est inouï, ça part dans toutes les directions et encore une fois, on comprend en fait cette période d'avant-guerre sur laquelle il est dit tant de sottises, on comprend mieux cette société qui est si vilipendée et critiquée. Et on entre dans cette œuvre de Proust si intelligente et qui nous fait comprendre la nature humaine parfaitement. Oui, c'est vrai que j'ai relu Proust avec de nouvelles lunettes après la Comtesse Greffule, et c'est ce qui m'a donné l'idée ensuite de faire ce Proust pour rire. Et Proust pour rire, toujours chez Flammarion. Toujours chez Flammarion. Merci beaucoup Laure Hillerin. Merci Anne. Vous avez, j'espère, un nouveau sujet, puisqu'on attend un nouveau livre. Oui, j'ai 2 projets que je vais mener en parallèle. Très bien. Alors à très vite pour un nouveau livre. Laure Hillerin, chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, nous partons pour cette chronique patrimoniale, nous partons dans les carrières de Paris. Et nous avons un guide qui s'appelle Annie Noto, et nous remercions beaucoup Françoise Monestier qui nous l'a présenté. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes guide-interprète en japonais. Oui. Et comment se fait-il que vous vous soyez occupé et que vous ayez découvert ces carrières parisiennes que vous voyez, chers amis de TV Liberté, derrière moi, qui sont absolument étonnantes? Eh bien écoutez, justement, l'examen de guide-interprète en japonais, enfin l'examen de guide-interprète en général d'ailleurs, ayant eu lieu la première partie en 1991, l'un des sujets c'était le Paris souterrain. Donc pendant un mois, j'ai épluché tout ce qui existait sous Paris, bien sûr, y compris bien sûr les égouts, les lignes de métro ou autres. Les catacombes. Tout ça, les catacombes aussi. Et les catacombes sont dans des carrières. Hein, oui. Ce sont les carrières qui sont sous l'Enfer Rochereau. Donc j'ai eu l'occasion de me faire prêter des photos des carrières des Capucins par quelqu'un que je connaissais qui habitait pas loin de chez moi. Et cette personne m'a dit, mais si tu veux, je t'emmène visiter ces carrières. Et quand j'ai vu les carrières des Capucins, le travail qui était fait par la CEADAC, donc cet organisme cet organisme qui s'occupe de l'aménagement, du réaménagement, disons, et de la conservation de ce site qui est vraiment exceptionnel, j'ai été tellement conquise et que vous y consacrez, que j'ai tout de suite adhéré à l'association, et donc depuis 91, je suis membre de cette association. Alors cette association, elle a été créée, je crois, pour pallier des dangers pour toutes ces carrières. C'est pas tellement pour les dangers. Les dangers, en fait, les dangers physiques, disons, il n'y en a pas beaucoup dans les carrières des Capucins parce que l'inspection générale des carrières... je parlais des carrières en général. L'inspection générale des carrières vérifie régulièrement tout ce qui est sous Paris. Oui. Bon, c'est pas toujours le cas à certains endroits parce qu'il y a des frontis qui se sont formés. Et donc, qu'est-ce que c'est un frontis ? Alors un frontis, c'est le ciel de la carrière, parce qu'on ne dit pas le plafond de la carrière, hein, on dit le ciel de la carrière, qui se creuse, et le trou monte en faisant un tas en bas qui empêche d'accéder jusqu'au trou. Oui. Donc ils font conforter ce frontis dès qu'il se forme, soit par en bas, soit par en haut. D'accord. Voilà. Alors donc, dans la carrière des Capucins, il y a eu, à une époque, des frontis qui ont été confortés. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que
la carrière des Capucins, quand elle a été découverte, entre guillemets, par Alain Clément et ses amis, en 1982... c'est très récent. Oui, bien sûr. Enfin, du moins, la CEADAC s'est formée à la suite de ce coup de cœur. Oui. Et donc, à ce moment-là, ils ont compris que c'était une carrière qui était dans l'État et avec des reliques, en quelque sorte. Dans la carrière, par exemple, il y a des fleurs de lys qui figurent sur certaines pierres qui, pendant la Révolution, ont été martelées, par exemple. D'autres qui étaient cachées par un revêtement. Par un tas de pierres, de cailloux, donc qui sont restés et que eux ont remis à jour. Et donc, tous ces signes-là. Et puis, l'architecture de ces carrières est très intéressante parce que le ciel des carrières, qui est une grande pierre avec quelques fissures à certains endroits, donc il y a un pilier à bras qui est fait pour soutenir les deux côtés de la fissure. On a l'impression que vous êtes devenu architecte. Mais c'est une architecture à l'intérieur. Alors, il y a des voûtes. Il y a, bon, là, voyez-vous, c'est une voûte en arc. Magnifique. Mais il y a également des encorbellements. Ça veut dire, c'est comme un escalier à l'envers. Oui. Donc, et les murs qui sont construits pour conforter justement les côtés où on extrayait la pierre, ça s'appelle des hagues. Alors, à partir de 1777, Louis XVI a chargé Charles-Axel Guillaumeau de vérifier, de contrôler les carrières. Il est devenu inspecteur des carrières. Or, lorsque Louis XVI a été molesté, disons, et emprisonné, Guillaumeau aussi, parce qu'ils étaient très proches. D'ailleurs, tous deux étaient à la même loge franc-maçonne, parce qu'à l'époque, on était catholique, mais on appartenait aussi à une loge. Et donc, Guillaumeau a été emprisonné aussi. Alors, à sa place sont arrivés les 2 D, Desmoulins et Duchemin, Desmoutiers et Duchemin, et Bral également, qui ont remplacé donc Guillaumeau pour l'inspection des carrières. Mais finalement, Guillaumeau a été relaxé de façon à reprendre son poste, parce que lui, il faisait ça vraiment très bien. Alors, après le décès de Guillaumeau, il y a eu il y a eu Éricard de Thury, il y a eu par la suite Juncker, etc. Et puis, il y a eu également, à la fin, tous les inspecteurs de carrière qui ont fait conforter les dernières hagues, de façon que les carrières soient solides. Mais il y avait évidemment sur les bas-côtés, ou alors c'était obstrué par des tas de cailloux et de terre, et il a fallu sortir tout ça, ce qui représente pour la CEADAC, pour ceux qui sont bénévoles, c'est uniquement bénévole. Donc ils vont carrément avec leur avec seau, des brouettés. Avec des brouettes. Alors ça représente pas loin de 40 000 heures de travail. Et oui, il n'y a que des bénévoles qui peuvent faire ça. Par conséquent, combien de brouettes non plus, parce que les brouettes sont métalliques. Alors en bas, ça rouille. Donc il faut changer aussi le matériel assez souvent. Mais ça a été tellement bien aménagé, avec des circuits d'éclairage qui ne nuisent pas à l'ambiance. Vous voyez, comme on voit là. Comme on voit, absolument. Oui. Et puis un escalier extraordinaire, notamment dans la carrière des Capucins. L'escalier, en vérité, l'escalier qui descend à 20 mètres sous terre, c'est un escalier assez abrupt, c'est impressionnant. Oui. Et par contre, là, il y a une très belle photo. La carrière,
Mais la carrière, par contre, où il y a un escalier assez extraordinaire, c'est la carrière qui est sous le Val-de-Grâce. C'est-à-dire, c'est la carrière voisine. Alors, la CEDAC n'a rien à voir au Val-de-Grâce, bien sûr, parce que ce sont d'autres personnes qui s'en occupent. Et puis, ça appartient au Val-de-Grâce. Hein. De temps en temps, nous faisons des visites. Nous aimons bien aller voir comment ça se passe, tout ça. Et puis, c'est toujours très, très intéressant de visiter les sous-sols de Paris. Il y a plus de 200 km de carrière. Hein. C'est fou. Mais beaucoup sont injectés, parce que dès qu'on construit quelque chose au-dessus, il faut injecter de béton. Et même la carrière des Capucins, il y a une partie qui a été injectée pour construire la maison des adolescents, qui est dans l'enceinte de l'hôpital Cochin, à proximité de la porte Ricord. Ricord étant ce monsieur qui a créé l'hôpital Cochin en 1783. Au départ des Capucins, il a fait un hôpital vénérien. Mais l'hôpital Cochin, l'origine de Cochin, c'est Jean-Denis Cochin qui, en 1779, a trouvé que c'était bien dommage lorsque les carriers, parce que ça existait donc déjà, de tout temps, on extrayait de la... De tout temps, c'est-à-dire pour les carrières des Capucins, ça n'a commencé que le Moyen-Âge tardif. Oui. Hein, donc Jean-Denis Cochin, c'est en 1779, donc il a eu pitié de ces blessés que l'on transportait en char à bras jusqu'à l'Hôtel-Dieu sur les cailloux et sur les pavés, et quand ils arrivaient à l'Hôtel-Dieu, il y avait plus de 2 km, ils mouraient. Alors pour pouvoir les soigner immédiatement. Et c'était des blessés d'où? C'était des carriers blessés. Ah, les carriers blessés. Parce que les carriers, quand ils remontent... Un hôpital pour les carriers blessés. Quand ils remontent une pierre, par exemple, ils accompagnent la pierre. Parce qu'il faut extraire la pierre en hiver, la sortir de là, et la laisser sécher en été ensuite. On ne peut pas la travailler tant qu'elle est encore humide. Parce que dans 1 mètre cube de calcaire, il y a à peu près 120 litres d'eau. Alors il faut que la pierre sèche pour pouvoir la travailler. Mais les pierres des carrières des Capucins ont participé à la construction de beaucoup d'édifices, à peu près 30% de Notre-Dame de Paris quand même, 85% de Saint-Séverin, qui est à proximité aussi, et puis alors la tour de la prison du Temple, qui n'existe plus, mais qui était à 100% issus de la carrière des Capucins. Donc, il y a eu bien sûr d'autres carrières en banlieue aussi, en banlieue actuelle, parce qu'autrefois c'était la province déjà, et puis en province aussi, il y a des carrières qui ont fourni la pierre pour le reste de Notre-Dame, par exemple, ou... Puis, il y a eu 80 cathédrales qui ont été construites au Moyen-Âge, donc à ce moment-là. Les carrières précédentes étaient à ciel ouvert. Alors, les buttes de Chaumont, par exemple, et puis même les arènes de Lutèce, et puis Gobelin, tout ça, c'était à ciel ouvert. Mais à partir du Moyen-Âge, on a fait des puits pour aller chercher la pierre là. Alors, la pierre, il y a différentes strates, même dans les carrières des Capucins, et c'est très évident. Il y a le calcaire coquillé, le banc coquillé, avec des sérites qui font à peu près 2-3 cm de long. Qu'est-ce que c'est une sérite? C'est un escargot pointu en colimaçon. Ça date du Lutétien, c'est-à-dire 1 million d'années quand même, lorsque la mer s'est retirée et qu'elle a laissé tous ces fossiles. Il faut dire que le sous-sol parisien date de 46 millions d'années quand même. Alors, les différentes strates, donc ce calcaire coquillé qui est plein de trous. Alors, si vous regardez bien les murs de Notre-Dame, les murs extérieurs de Notre-Dame de Paris, ou alors les piliers de la rue de Rivoli, les piliers de l'Arcade, ou bien même à Versailles, les murs extérieurs du château de Versailles, vous avez plein de trous avec dedans les sérites fossiles. Je vais les regarder. C'est plein de trous. C'est un vrai... on dirait du Roquefort, tellement c'est plein de petits trous. Et donc, le calcaire coquillé, le banc coquillé. Ensuite, un peu plus bas, plus tassé, il y a le banc royal, qui est cher. Donc, il était utilisé pour faire la base des édifices. Et puis, le liais, également, qui est encore plus tassé. Alors, c'est un grain très fin.
Et dans la carrière des Capucins, ce qu'il y a d'admirable, c'est justement la fontaine des Capucins, qu'on appelle. C'est une fontaine qui a été construite, justement, l'escalier, c'est peut-être de cet escalier-là que vous me parlez, c'est la fontaine des Capucins, c'est la nappe phréatique. Et l'échelle d'étiage de la nappe phréatique est faite en liais. Ça a été fait par Trémery à la fin du XIXe siècle. Mais enfin, au début du XIXe siècle, pardon, en 1811 par là. Donc ça donne le niveau de la nappe phréatique. Quand il a beaucoup plu, l'eau dans cette fontaine monte. C'est de toute beauté. D'ailleurs, il y a aussi des timbres qui ont été édités avec le dessin de cette fontaine. Et donc, si vous voulez, c'est un lieu désormais de démonstration de ce qui existait à l'époque où on extrayait la pierre, oui. Mais c'est aussi un lieu, je dirais peut-être de recueillement pour toutes ces personnes qui ont extrait la pierre depuis le Moyen-Âge, qui ont souffert, qui ont été blessées, qui en sont mortes. Toutes ces personnes qui ont participé à la construction du patrimoine parisien, et parisien ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est quelque chose, c'est un écomusée désormais, mais malheureusement, ce n'est pas un écomusée où les visites peuvent être publiques. Ah. Non, on ne peut pas ouvrir publiquement, officiellement, on ne peut pas ouvrir la carrière des Capucins au public pour différentes raisons. D'abord, l'entrée se trouve à l'intérieur de l'hôpital Cochin. Ah oui. Déjà, c'est une première raison. Difficile. Oui. Ensuite, ça appartient donc à l'hôpital Cochin et à la ville de Paris. D'accord. Et puis, d'autre part, bon, la CEADAC est une association qui est considérée officiellement comme occupant. Occupant des lieux. Donc il faut adhérer. Voilà. Il faut adhérer à pour les aider à racheter des brouettes et à continuer à creuser. Et alors en faisant partie de l'association, on peut en faisant partie de l'association, mais même sans faire partie de l'association, si on est vraiment intéressé, si on est sérieux, si on n'est pas claustrophobe, on est capable de descendre les 120 marches et de les remonter parce qu'elles sont abruptes, il n'y a aucun problème. On écrit, il y a un site internet, CEADAC, SEADA2C.com. Oui, ça veut dire Société d'exploitation et d'aménagement des anciennes carrières des Capucins. Et donc on peut rentrer. Alors grâce à Alain Clément, le président décédé désormais de la CEADAC, et de tous les participants au creusage des carrières, de la réhabilitation des galeries, on a un site très exceptionnel. Et que beaucoup de personnes ne connaissent pas, bien sûr. Alors, j'ai envie de vous dire, avec ce travail de guide interprète en japonais, vous connaissez des tas de choses en Paris. Oui, je suis bien obligée. Donc vous allez revenir nous faire visiter d'autres lieux. Pourquoi pas dans Paris, je serais très heureuse. Et pour terminer, j'ai entendu dire, j'ai visité la cathédrale de Laon. Oui. Et il semblerait que la cathédrale de Laon soit posée sur un sol lui-même qui a été très creusé. Oui. Et donc il faut vérifier sans arrêt les piles, parce que sinon il y aurait un danger d'effondrement. Mais il n'y a pas que la cathédrale de Laon, il y a beaucoup de sites qui sont... qui sont sur un terrain, heureusement qu'on n'a pas de tremblement de terre, disons, parce que si on devait avoir un sol comme le sol japonais, justement, il y a longtemps que les cathédrales de Laon et consorts seraient par terre. Mais les carrières des Capucins ont été classées en 1990, monuments historiques. Et sur la liste des monuments historiques, il y a également donc la fontaine des Capucins et son épure qui est dessinée sur une des parois. Alors ça, on la montre très exceptionnellement quand on a beaucoup de sympathie pour les personnes qui viennent visiter. Vous savez nous mettre l'eau à la bouche. Écoutez. Et le rêve dans les yeux, Annie Noto. Donc rendez-vous sur ce site.
Et merci beaucoup d'être venu nous introduire dans ces carrières et nous faire rêver de ce passé des monuments français. Je vous remercie aussi de m'avoir permis de parler de la CEADAC. Et on vous attend pour un autre sujet dès que vous voulez. Sans problème. Merci beaucoup Annie Noto. Je vous en prie. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture.